Super. Tu vois bien mon écran? Yes. Super. En fait, je pense que les gens, ils peuvent écrire dans le chat. Ouais, mais ça a toujours été, non? Non. Plus qu'une heure, Marie. Mmh. Tu vois, j'aurais jamais cru qu'à 31 ans, je gérais encore si mal attendre. Antoine, si tu... on est en train d'enregistrer. Ah oui, c'est vrai, merde. Est-ce que tu vois mon chat, Antoine? Super. Oui. Comme ça, tout le monde peut le voir. Je sais pas l'heure que tu as, mais moi j'ai 30, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette session autour de la gouvernance des données et plus particulièrement sur les tendances 2025. Je profite également de cette introduction pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. On est le 30 janvier, donc on a encore l'occasion de vous les souhaiter. Et peut-être avant de débuter, vous présenter donc Antoine qui sera avec moi pour cette session. Antoine, si tu peux très rapidement te présenter. Oui, merci Marie. Donc, bonjour à tous et de ma part également, mes meilleurs voeux pour 2025. Je m'appelle Antoine, vous l'aurez deviné. Ça va faire pour ma part 6 ans que je travaille chez Limpida et 3 ans que je me trouve à la tête de notre équipe consulting. Et ensemble, on accompagne nos clients sur leurs différents projets data, dont la gouvernance, qui évidemment est un sujet important qui revient toujours et encore. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et moi-même, donc Marie de Vévrotte, responsable marketing chez Limpida. Donc ça va faire 1 an et demi que j'ai rejoint les équipes, mais ça fait plus de 7 ans que je travaille dans le milieu de la donnée. Enfin, avant juste de passer sur la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions soit en levant la main, vous avez une petite main là juste en bas, soit sinon directement sur le chat, vous pouvez poser vos questions, on y répondra avec plaisir, soit au cours, soit après. Donc, avant de passer aux tendances, peut-être Antoine, revenir sur la gouvernance des données, de quoi parle-t-on? Pourquoi on a besoin d'une stratégie de gouvernance des données? Oui, avec plaisir. Donc, la gouvernance, déjà, de façon globale vis-à-vis des données, représente le travail sur la sécurité, l'intégrité et la qualité de nos données. Et donc, on a globalement deux approches que l'on pourrait dire limite s'opposent, mais peuvent aller de pair également, qui sont d'un côté une approche défensive, de l'autre une offensive. Donc, dans une situation, je me positionne dans une logique de réaction. Dès que je sens quelque chose, je vais aller mettre en place quelque chose pour aller, on va dire, corriger mon problème. Tout comme je peux avoir une approche plutôt offensive où j'essaye justement d'anticiper et quelque part de activement travailler mes données. Maintenant, ça dépend des sujets que l'on regarde, notamment la sécurité, la protection. On ne va pas nécessairement être tout le temps en offensif. Pourquoi? Parce que ça nous contraindrait à imaginer tout ce qui pourrait potentiellement nous arriver. Donc là, on va s'orienter sur des best practices et mettre en place ce qui est conforme à notre terrain de jeu.
Tout comme en revanche, si on regarde l'ingénierie, donc aussi l'intégrité des données, bah là, plus on est en mode offensif et plus on anticipe les besoins de demain, mieux on sera prêt et plus rapidement on sera prêt pour justement permettre des décisions basées sur les données. Très bien, merci Antoine. Et donc, comment définir cette gouvernance des données? Parce que ce qu'on a pu voir de nos différents échanges avec des clients, des prospects, c'est que en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, les approches ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, on a évidemment le différenciateur par la taille, mais également le domaine d'activité. Donc, il y a des sociétés, surtout jeunes, qui sont nativement très tournées vers la donnée parce qu'aussi elles ont grandi dans un temps où c'était déjà facile d'accès, vis-à-vis de sociétés historiques où là, par contre, on peut avoir, même sans être très grand, encore des sujets, on va dire, d'hétérogénéité de système. Mais en tous les cas, aujourd'hui, une petite entreprise verra la gouvernance surtout comme quelque chose qui permet de responsabiliser les équipes et éventuellement de réduire des silos aussi, mais avant tout sans ajouter de complexité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, on va pour une petite entreprise pas nécessairement dessiner un organigramme en matrice parce que on n'a pas les hommes et les femmes, les ressources qui pourraient accompagner ce genre d'organisation. Vice-versa, à une grande entreprise où là, on est dans la nécessité parfois même d'ajouter de la complexité pour justement refléter également la complexité souvent de l'organisation si on est dans un contexte international, par exemple, pluridisciplinaire, si on combine une activité commerciale avec une activité de production également, on va avoir justement besoin d'un framework de gouvernance adapté à ces complexités-là. Hmm. Sachant que, relativement peu importe des différences, le défi restera toujours comment est-ce que je peux offrir un accès rapide et fluide donc, que tout le monde puisse regarder ce dont il ou elle a besoin, sans par contre faire de compromis sur ni la sécurité ou l'exactitude. Donc, comment je peux rentrer dans une logique self-service, chacun peut se servir, sans justement aussi permettre à des personnes qui n'auraient pas le droit de voir de se servir de nos données. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et donc, pourquoi 2025 va être une année charnière? Est-ce qu'il y a, on parle notamment beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps, donc depuis 2 années environ. En quoi ça va impacter la gouvernance? Je te laisse la parole. Oui, donc les principales tendances de 2025, donc vous le voyez là dans la slide, on va faire un tour rapide. Donc, on a l'automatisation et surtout l'intelligence artificielle qui prennent de plus en plus le pas, ce qui va être à la fois une opportunité, mais aussi quelque chose qui va demander un œil critique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai envie d'utiliser l'intelligence artificielle, eh bien, j'ai aussi besoin d'avoir une base très, très, très solide en termes de données, puisque sinon, comme on enlève, on va dire, l'esprit critique humain, on peut rapidement partir dans un sens qui n'est pas forcément celui voulu. À côté, on a un cadre réglementaire qui évolue, notamment tout ce qui est droit vis-à-vis des données privées devient de plus en plus serré et donc on se doit également de nous conforter à ces exigences qui viennent s'ajouter. Et on a également certaines approches, comme on a pris l'exemple sur le data mesh, qui est une approche très décentralisée qui arrive. Où donc là, globalement, le but, c'est d'avoir un data mart en centrale et je peux m'y abonner, je peux utiliser les morceaux de données qui sont intéressants pour moi. Mais ce qui, à nouveau, évidemment, sous-entend que tout ce travail de gouvernance soit cadré, soit fait et soit idéalement, dans ce cas-là, automatisé, puisque sinon, notre approche décentralisée data mesh va finir par nous coûter tellement cher qu'on aurait presque mieux fait de produire des jeux de données individuellement par utilisateur. Et on voit également dans la même lignée, justement, la démocratisation des données par le self-service, donc à des niveaux différents. On va trouver la plateforme complètement automatisée, souvent dans des grosses sociétés, vis-à-vis d'une approche similaire, mais qui à nouveau va nous demander justement d'avoir un mécanisme de gouvernance qui soit robuste et en place et qu'on sache surveiller. On voit également des avancées donc, dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité. Donc, d'un point de vue technique, en fait, chiffrer nos données au besoin, ça devient de plus en plus simple. Maintenant, il reste à intégrer cet outil dans un process, pardon, de façon à ce que on puisse s'en servir tout en gagnant les bénéfices. Et on arrive aussi sur un principe qui s'appelle la governance as code, où donc là, quelque part, on va traiter les règles de gouvernance comme on traiterait du code de développement, ce qui a évidemment davantage d'intérêt encore si on revient sur l'intelligence artificielle, puisqu'on pourrait même aller jusqu'au point de dire, j'ai un modèle d'IA qui va commencer à me suggérer là où en fait j'ai éventuellement j'ai des points noirs dans mon approche de gouvernance. Donc, pour résumer, on est
et heureusement à l'ère technologique qui va nous permettre de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. En revanche, plus loin on a envie d'aller, plus important sera la gouvernance, puisque la tendance va, mine de rien, vers le self-service et l'IA qui va prendre au moins une partie de la tâche. Et donc, qui a dit ça, dit également, par contre, ça veut dire que les données doivent être correctement logées, justes et surveillées. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, des questions, à les poser sur le chat ou à lever la main. Euh, ok, et du coup, suite à ces tendances, quels vont être les défis majeurs attendus? Donc, les défis majeurs, ça sera dans un premier temps l'accès, puisque justement, d'un côté, on dit self-service, d'un autre côté, on ne peut pas non plus tout laisser filer. Je prends l'exemple le plus parlant, je pense. Ce ne serait pas une bonne idée que 100% de ma société puisse accéder les salaires de tout le monde. Donc, autant je ne veux pas que mes collègues perdent de temps dans l'accès, demander comment j'y accède, comment ça fonctionne. En revanche, je veux aussi à tout moment pouvoir être certain de savoir qui peut accéder à quel morceau et surtout qui l'a accédé à quel moment. De façon aussi à savoir si jamais il y a une fuite, au moins pouvoir retrouver l'origine. Hmm. On va également devoir adapter les cadres de gouvernance aux nouvelles technologies, c'est-à-dire aussi que à partir du moment où je dis automatisation, j'ai éventuellement besoin aussi de revoir mes process de validation. C'est-à-dire que si j'ai envie d'automatiser, avoir deux, trois personnes qui doivent manuellement valider quelque chose, ça va quelque part freiner mon envie d'automatisation. Donc, trouver en fait le cadre qui va bien Le entre... juste milieu. Tout à fait, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Il sera important également de renforcer la culture, la responsabilité. Pourquoi? On en revient sur le self-service. Si chacun doit être capable de se servir, de travailler avec les données qui sont pertinentes pour son travail, ça demande également que chacun des intervenants soit bien conscient de ce que ça représente en responsabilité et fasse attention à la bonne utilisation de ces données. Tout comme, justement, un peu dans la même lignée, il va falloir qu'on continue à maintenir et à surveiller la qualité et la précision, puisqu'à nouveau, plus on dit self-service et automatisation de la surveillance, plus ça veut dire également, si jamais dans le process on a introduit une incohérence, on risque de l'avoir très tard, ce qui évidemment peut être dangereux. Hmm. Et in fine, mais ça j'ai envie de dire, c'est un défi, je pense, auquel on est confronté tous les ans, on a besoin de l'adhésion des cadres dirigeants pour également justement pouvoir mettre en place de nouvelles choses, éventuellement changer de trajectoire si c'est nécessaire. Et donc, il faut en tous les cas arriver aussi à leur faire comprendre que la gouvernance, c'est pas simplement un coût qu'on supporte, mais c'est un investissement qui justement nous permet d'avoir une fondation sur laquelle on peut construire la suite. Et notamment cette problématique d'IA, quoi, hein, que tout le monde veut la faire, mais avant de la faire, il faut au moins, à minima, avoir des données de qualité. Exactement. Ok, très bien. Et donc, dans ce contexte, comment on mesure sa maturité? Quelles questions on peut se poser? Parce que chacun est à un moment du voyage différent, j'imagine. Tout à fait. Donc oui, Marie, tu dis voyage et tu as très raison. Assez souvent, on sait à peu près dire quel est le point B, donc la destination, où est-ce qu'on a envie d'aller. Encore, pour connaître le chemin, il faut savoir d'où est-ce qu'on part. Donc là, les questions que vous voyez à l'écran sont un éventail qui n'est sans doute pas complet, mais qui permet au moins déjà de s'orienter un petit peu. Et donc, si on se pose des questions de maturité, souvent, on va vouloir regarder dans un premier temps aussi l'organisation, les rôles et responsabilités, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont communiqués et compris, parce que ça aussi, c'est quand même très important. C'est pas parce que j'ai désigné une dizaine de personnes comme étant data steward que le lendemain, ça va partir et ils seront dans ce métier. Il faut aussi que je sois certain qu'ils aient bien compris quel est leur rôle et qu'ils soient vécus et par les personnes qui le portent et par les collègues qui doivent en profiter. Est-ce qu'aujourd'hui, mes métiers sont impliqués ou pas dans ces approches de gouvernance ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait uniquement par l'IT? Généralement, on va pouvoir dire, plus on est mature, plus il y a une collaboration et un mélange qui se fait. Après, par la suite, est-ce qu'on a des politiques formalisées qui sont revues? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas juste, il y a 2 ans, à un moment donné, produit un document Word et depuis, il prend de la poussière? Mais est-ce qu'on a des politiques claires et qu'on voit régulièrement de façon à s'assurer que nos politiques soient toujours en ligne avec notre business? Et est-ce qu'on a des standards de qualité qui seraient même visibles dans un data catalogue ou un glossaire? Donc, à nouveau, est-ce que le standard qu'on a demandé à un moment donné, on continue à le revoir? Est-ce qu'il est visible, partagé? Et est-ce qu'il évolue au même rythme qu'évolue notre business? Si on regarde donc à nouveau du côté de l'organisation, est-ce que déjà aujourd'hui, on a une culture data? Est-ce que c'est une discussion qu'on a régulièrement? Est-ce qu'elle existe? Et de la même manière, est-ce que les objectifs propres aux data font partie de la stratégie d'entreprise ou pas?
Donc là, à Oui, et nouveau, surtout aussi au niveau de la culture, je me permets de te couper, mais vas-y. c'est aussi, est-ce qu'on arrive à la mesurer, cette Oui, acculturation? exactement, ce qui est évidemment toujours une estimation quelque part, mais il existe des outils qui permettent au moins de prendre la température et de s'en rendre compte, sachant que ça se voit aussi dans le quotidien d'une organisation, si oui ou non, on a un niveau d'acculturation, on va dire moyen, plutôt élevé, ou plutôt un peu moins. Et après, on a bah, aussi le volet technique. Est-ce que vous avez déjà des process critiques automatisés? Voilà, je prends le grand classique, le process de facturation. Est-ce que ça se fait en automatique, semi-automatique ou pas du tout? Où là aussi, ça permet justement de mesurer le niveau de maturité, sachant que, idéalement, tout ce qui ne génère pas de valeur ou qui n'a pas besoin, on va dire, d'intelligence humaine, on essaye de l'automatiser. Et un peu dans la même lignée, est-ce que justement vous êtes déjà sur des approches innovantes? Donc ça pourrait être une data marketplace, ça pourrait être un morceau d'IA pour améliorer la gouvernance, puisque généralement, plus on est, on va dire, avant-gardiste dans le choix technologique, plus ça laisse sous-entendre une certaine maturité, puisque Mmh. on ne va pas commencer à faire de l'IA si déjà on n'a pas d'entrepôt de données. Et dernier sujet sont les réglementations et aussi peut-être les crises, c'est-à-dire est-ce que déjà on est conforme aux réglementations qui sont arrivées et celles qui vont arriver? Donc là, pareil, si tout le monde, enfin, si je peux répondre oui, ça veut souvent dire que j'ai une fondation suffisamment robuste qui me permet de l'ajuster pour m'y conforter. Et bon, vis-à-vis des crises, donc une fuite de données ou peut-être même un audit, on va dire, spontané, est-ce que je me sens légitime pour dire on peut y répondre rapidement? Donc si je prends la fuite, par exemple, aujourd'hui, quel est le temps estimé entre une fuite apparaît et on se rend compte qu'elle existe, ce qui est déjà un très bon indicateur pour savoir est-ce que la surveillance est performante ou pas. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine. Sachant que cette liste, elle est non exhaustive, hein. Là, on vous a mis un espèce de panel, mais il y en a plein d'autres et c'est propre aussi à votre organisation, pour aussi, avoir votre score. Et donc, par rapport à toutes ces tendances, quelles vont être les actions prioritaires? Sachant que, chez Limpida, on a identifié 3 niveaux, heu, en fonction du type de maturité. On va avoir le niveau débutant, le niveau en transition et celui avancé, où là, on parlera notamment d'IA. Est-ce qu'on peut peut-être, parler d'actions concrètes à court, moyen et long terme? Donc, déjà sur ce premier niveau, Antoine. Tout à fait. Donc, quand je me trouve au début du voyage, c'est-à-dire que je commence à accumuler des données, mais il y a pas encore de process et quelque part, on s'en sert beaucoup, mais pas de façon très organisée. Bah, on va avoir 3 horizons à chaque fois, donc très court terme, sur le quarter devant nous, moyen terme, on va dire dans l'année et le long terme qui sera donc à mettre en place, soit cette année pour l'année prochaine, mais un peu plus long. Ou donc dans le court terme, généralement, on essaye dans un premier temps de se rendre compte de ce qui existe, puisque très souvent, on amasse plein de données et on ne les a pas cataloguées. Donc, ce serait globalement déjà identifier ce qui est important et sur ce qui est important, mettre un mini glossaire, voire des contrôles, sachant que là, il n'est peut-être pas encore besoin d'acheter un grand outil ou un outil, on va dire, du marché, puisque dans un premier temps, on est encore en train de roder un process et de nous organiser pour. À moyen terme, en revanche, il sera important de commencer à documenter les standards essentiels, donc quel est le niveau minimum auquel on s'attend, et de commencer également déjà à identifier des potentiels data stewards, voire renforcer la collaboration IT métier. Les deux vont souvent de pair, puisque le but, c'est justement, à travers les data stewards, d'avoir des représentants data au sein des équipes métiers. Pour, à long terme, justement, une fois qu'on a pu faire quelques vols pilotes, se fournir d'une roadmap stratégique qui va nous permettre de dire sur un an ou deux quel est notre but, où est-ce qu'on a envie d'arriver, et accompagner le tout par d'un côté donc des rituels, ça peut être au mois, trimestriel, ça dépendra aussi des progrès à partager et des besoins de votre business. Et à côté, avoir un tableau de bord également qui va, avec des indicateurs très simples, vous permettre de suivre aussi l'impact des actions mises en place. Puisque surtout au début, on va avoir besoin aussi de se rassurer que ce que l'on fait, ça a quelque part un impact. Mmh. Très bien. Et du coup, pour le niveau en transition? Donc en transition, globalement, on pourrait dire que là, on a déjà un début. Donc il y a quelques process qui existent. On est, euh, on va dire, dans une structure existante, mais pas encore suffisamment solide. Où donc là, justement, à court terme, il serait important de officialiser, formaliser les process et là où c'est pertinent, les intégrer dans des workflows. Pourquoi? Pour avoir de la traçabilité sur les décisions, gagner un petit peu en temps avec de l'automatisation et idéalement également commencer à lancer une campagne de sensibilisation
puisque tout ce travail va souvent, on va dire, concerner des petites équipes de personnes directement. Par contre, avoir un impact sur l'ensemble de la société. Donc, communiquer dessus et embarquer les collègues va être très important. À moyen terme, à ce moment-là, il sera peut-être déjà intéressant, mine de rien, de regarder au moins un catalogue de données de façon officielle avec l'outil qui va avec, puisque le process sera rodé, vous savez ce que vous avez en base, et donc il sera important de commencer à mettre un premier niveau de gouvernance par-dessus. Et pourquoi pas également créer le playbook de la gouvernance, justement, qui permet d'avoir un condensé de tout ce qui existe et de façon à ce que ce soit le playbook accompagnateur des collaborateurs pour savoir, j'ai un doute, comment je dois me comporter vis-à-vis de telle situation, telle situation. Et par la suite, justement, sur le moyen terme, on va essayer aussi d'officialiser la nomination des stewards, automatiser ce qui est répétitif dans la mesure du possible, et à nouveau, lancer des formations, c'est-à-dire aussi cibler les équipes qui ont besoin de monter en compétences et leur permettre de le faire. Pour à long terme, justement, aller donc vers l'automatisation totale, qui serait donc même automatiser les contrôles de qualité en tant que tels, et après, sur le volet organisationnel, faire en sorte que la gouvernance fasse partie intégrale des process métiers. Donc, je pense à l'élaboration d'objectifs commerciaux. Ce serait d'avoir des points d'étape explicites avec pourquoi pas même un procès-verbal, de dire ce jeu de données à cette étape intermédiaire a été validé, le chiffre est bon, parce que quelques semaines après, si jamais il y a un décalage pour une raison X ou Y, qu'on sache au moins quel a été le repère à partir duquel on a calculé. Hmm. Et vis-à-vis de l'organisation également, continuer à renforcer le programme de formation et créer des communautés de pratique de façon à justement parler aussi autour de la donnée, ce qui accessoirement aura comme effet que l'équipe, on va dire data en centrale, aura de moins en moins de questions puisque les collègues vont pouvoir s'entraider. Très bien, merci beaucoup. Et donc, dernier niveau, le niveau avancé. Voilà, donc là, au niveau avancé, on va se concentrer justement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer un maximum de profit des données, c'est-à-dire que si on se rappelle du premier schéma, là jusqu'à présent, on a été dans une approche défensive et un petit peu offensive. Là, on va quelque part dire que la défense est faite, on est bon, et on va donc pouvoir activement essayer de tirer de la valeur. Et donc déjà, un comité data est toujours un bon départ. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement de faire de votre stratégie quelque chose qui est suivi, qui évolue et qui reste cohérent avec avec vos envies par ailleurs. Ce sera évidemment aussi donc le temps d'automatiser tout ce que l'on peut, globalement. Ce serait où là, le but, c'est de dire tout ce qui ne génère pas de valeur activement, on le met sous automatisation et idéalement, on n'y regarde plus. Pour aussi, pourquoi pas, créer une vitrine de succès, où donc là, le but, c'est justement de partager à un rythme très soutenu tous les succès grands et petits qui peuvent intervenir pour justement aussi continuer à engager l'organisation. À moyen terme, on va justement continuer la structuration, c'est-à-dire que bah, tout ce qu'on peut fondre dans un process de validation automatique, on va le faire. Tout ce qui est bah, solution avancée, donc on l'a dit auparavant, plus on est mature, plus facilement on va pouvoir intégrer des solutions comme là, le linéage de la traçabilité, qui serait quelque part la prolongation du catalogue de données, puisque là, on a un graphique de dépendance qui soit complet, et on va évidemment suivre nos résultats à travers différents tableaux de bord. Sachant que sur le très long terme, il peut être intéressant de créer un centre d'excellence qui vient justement accompagner l'organisation autour des sujets de la donnée et surtout faire en sorte que la gouvernance rentre dans les KPI de l'entreprise de façon à ce que aussi tout ce que l'on fait avec la donnée fasse partie intégrale des objectifs stratégiques et pourquoi pas aussi regarder l'IA et les data marketplace internes, sachant que là, ce sera vraiment, j'ai envie de dire, le dernier niveau, puisque là, on va donner la main au moins en partie pour la gouvernance proactive à l'IA et une data marketplace, on est vraiment, on va dire, dans la situation où le self-service est complètement automatisé et en place. Hmm. Ouais, ok, très clair. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, par rapport à tout ça, quelles vont être les compétences de demain, sachant que on va pas parler de Chief Data Officer, de Data Steward ou Data Custodian, parce que ça, c'est, comment dire, ça doit être acquis. Mais en 2025, quelles vont être les compétences sur lesquelles on va miser? Voilà, donc on va regarder du bas vers le haut. Dans les essentiels, on va donc retrouver bah, aujourd'hui ce qu'on appelle le Data Privacy Engineer, qui est, on va dire, l'équivalent semblable au Data Engineer classique, avec par contre un focus sur justement la protection des données.
Et on voit également un Ethics et Compliance Manager apparaître, ce qui est globalement une personne qui va permettre de faire en sorte que l'utilisation éthique et surtout conforme à la loi des données reste une prérogative essentielle. Pourquoi est-ce que c'est important, ces deux rôles? On en revient au self-service. Si chacun a accès aux données, on a évidemment aussi moins de contrôle sur qu'est-ce qui en est fait. Et donc, avoir des rôles, on va dire, un peu compliance et, on va dire, Bah, et surtout avec l'arrivée du Data Act et de la mise à jour du RGPD. exactement, le renforcement de la loi fait justement rend nécessaire aussi des rôles transverses à l'organisation qui vont permettre aussi de propager les bonnes pratiques. À côté, on a aussi le AI-Driven Data Steward, où donc on pourrait même imaginer une partie du poste de Data Steward être fait, voire soutenu par l'intelligence artificielle, de façon à nouveau aussi justement alléger la charge et libérer du temps pour les actions à valeur ajoutée. Si on regarde du côté accélération des pratiques, donc là c'est aussi gagner en efficacité à nouveau. On va retrouver le analytical engineer qui est à la frontière en fait entre un utilisateur métier et un data engineer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une très forte compréhension business, mais qui est capable, mine de rien, de monter des process aussi d'un point de vue technique. Si l'on a envie d'aller vers une situation du data mart dans lequel je vais proposer des data products, eh ben, je vais avoir besoin aussi d'un chef produit quelque part. Donc là, ça va être des morceaux de données, mais qui vont se gérer quelque part comme un produit classique que vous commercialisez, puisque si je le mets à disposition que personne s'en sert, autant ne pas le mettre à disposition. Et donc, il a besoin d'être promu, d'être maintenu et d'être mis à sa juste valeur. Et on va retrouver le change facilitator qui revient un peu sur le rôle, on va dire, transverse, qui accompagne l'organisation, qui va essayer de faciliter justement le shift vers une approche avec les data plus structurée. Et on va trouver le AI engineer que l'on peut voir de deux façons. Soit c'est un data engineer spécialisé qui va permettre de mettre en place de l'intelligence artificielle, mais tout comme ça peut être également un morceau de IA qui remplace une partie du job du data engineer. Donc là, à nouveau, des belles évolutions à l'horizon. En tous les cas, l'intelligence artificielle va nous permettre d'accélérer les pratiques. Maintenant, il faudra voir est-ce qu'on la voit à la place de quelqu'un, est-ce qu'on la voit en soutien de quelqu'un. Ça, après, ça va dépendre également, je pense, des envies de chacune des sociétés. Bah, et des ressources aussi, du nombre de ressources, parce que qui dit ressources limitées dit intervention de l'IA, ça peut être intéressant. Tout à fait. Et donc là, dans les opportunités stratégiques, eh ben, on va retrouver justement le spécialiste de la gouvernance en termes d'IA, puisque là, à nouveau, on ouvre grâce à l'IA plein de boîtes, mais encore faut-il être certain qu'on les gouverne correctement. On retrouve le Data Marketplace Manager, donc un peu dans le même esprit. Si j'ai envie d'avoir une marketplace, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Où le rôle, c'est donc justement de faire en sorte que, un, ça fonctionne, ça c'est le B à bas, mais également de la promouvoir et donc promouvoir son usage correct. Donc on est à nouveau sur un rôle transverse qui doit infuser les bonnes pratiques. Et on va retrouver également le Sustainability Data Expert. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout avec le cloud, on a quand même accès à des ressources de façon très simple et abondante, sans trop de restrictions et avec un impact financier à minima raisonnable. En revanche, si on les consomme nous, ça veut bien dire que quelque part, ça a un impact écologique et donc avoir quelqu'un qui s'occupe aussi de comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ne pas gaspiller des ressources de notre belle terre, ça peut toujours être intéressant. Et on retrouve en dernier lieu le data evangelist qui aura comme rôle justement d'évangéliser l'utilisation des données au sein de la société de façon à faire en sorte que, idéalement, l'ensemble des collaborateurs en profitent et en fassent quelque chose qui leur permet de générer de la valeur dans leur quotidien. Mais ces rôles, c'est des rôles à part ou c'est des rôles qui peuvent être attribués à des métiers ou à des gens de l'IT, par exemple? Alors là, j'ai envie de dire ça dépend, ce qui n'est jamais une réponse très satisfaisante, mais je pense que ce sera surtout dépendante de la taille de la société et de son envie également. Puisque typiquement, si je pense au data evangelist, là pour moi, ce serait un métier complémentaire à une fonction existante. Idéalement, quelqu'un qui a une position, on va dire, assez bien placée dans la société. En revanche, le data marketplace manager, j'imagine que c'est bien plutôt un job à temps plein. Mm. Et donc après, ça va dépendre aussi de la volonté, sachant que, évidemment, surtout sur la partie production, donc engineering, n'hésitez pas aussi à regarder en dehors de votre société, puisque souvent, ce sont des besoins ponctuels aussi. Vous allez avoir un gros projet de mise en place, c'est peut-être pas la peine forcément de faire un recrutement en CDI. Donc, ce sont des rôles qui peuvent être soit complémentaires pour un métier existant, soit un métier à part entière. En revanche, la plupart de ces rôles, vous allez les trouver comme métiers, on va dire, à part entière, souvent dans des très grosses structures qui ont la volumétrie également pour l'alimenter. Mm.
Très bien, merci beaucoup Antoine. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, Antoine est là pour y répondre, ou même des remarques si vous n'êtes pas d'accord, hein, on prend aussi. Euh, donc si on avance, quels sont les outils pour soutenir cette gouvernance en 2025? Donc, alors, comme dans tous les domaines de la data, il existe évidemment beaucoup d'outils différents. Donc là, vous le verrez, on n'a pas de notion d'éditeur, mais ça, c'est justement voulu. L'intérêt, c'est de regarder quel type d'outil et non pas qui produit le meilleur. Et on voit là dans un sondage qui a été fait que justement, beaucoup d'organisations ont déjà un catalogue de données. Donc ça semble être assez bien acquis et bien utilisé. Donc un peu plus que la moitié, pardon, utilisent du lineage. Donc souvent les deux vont de pair, mais on voit mine de rien qu'il y a encore une grosse différence entre j'ai un catalogue et j'ai un diagramme de dépendance. Par contre, autant de personnes qui utilisent les dépendances utilisent aussi de la documentation libre-service. Donc il semble y avoir un lien quelque Corrélation. part entre les deux, tout à fait. Et on arrive à moins de la moitié qui aujourd'hui surveillent leurs données de façon automatisée et récurrente pour arriver au dernier niveau qui sont les contrats de données, donc en gros des Service Level Agreement que vous faites pour un jeu de données explicitement. Bah là, il n'y a plus beaucoup de sociétés. Pourquoi? Parce que ça demande un catalogue, du lineage et une documentation qui soit claire. Ce qui veut dire aussi que c'est quelque peu logique qu'on arrive, on va dire, à un score pareil. Mais en résumé, je pense que ce que ça veut dire, c'est que on a aujourd'hui encore besoin de renforcer notamment le volet pas visible de l'iceberg, qui est le data lineage, puisque ça, les utilisateurs ne le voient pas. Ça, c'est quelque chose qui est plus à destination des équipes qui vont développer, travailler sur la data, mais qui a besoin d'être renforcé davantage, puisque c'est la combinatoire entre documentation, traçabilité qui va nous donner un catalogue complet, pardon, et c'est à partir de ce moment-là, une fois qu'on est clair sur qu'est-ce qu'on a et que c'est documenté, qu'on va pouvoir justement automatiser la surveillance. Et c'est à partir de ce moment-là que aussi rentrer dans une logique de SLA sur la donnée va devenir possible et pertinent. Hmm, très bien. Et donc, si on fait une cartographie fonctionnelle des outils, sachant que si auparavant on avait un outil pour chaque item, aujourd'hui certains outils peuvent faire un, deux, trois, six tâches. J'en sais rien, je Tout te à fait. laisse nous expliquer. Voilà, donc on l'a classifié de façon mass show des codes. Donc je pense que ce qui est aujourd'hui essentiel, c'est d'avoir un catalogue et un lineage, de façon à justement savoir qu'est-ce qui existe, d'où est-ce que ça vient. Valider, surveiller en continu, pareil, plus on a de données, plus c'est important que même des validations qui peuvent sembler, on va dire, anodines, soient faites, tout simplement, c'est la base. On a besoin de savoir, j'utilise un rapport X ou Y, j'ai besoin d'être certain que la donnée soit juste, et à défaut qu'elle soit juste, au moins être alerté qu'il y a un potentiel problème. On a besoin également d'avoir une classification des données, puisque si un jour j'ai une fuite quelconque et je ne sais pas dire si c'est critique ou pas, bah, comment je réagis? Quelle est mon action? Quelle est ma réponse? Tout comme il va falloir qu'on soit très clair sur la gouvernance des accès et des rôles. Donc, idéalement, on le base sur des rôles, ce qui rend la gestion quelque part plus simple. Et évidemment, on protège les données sensibles. Donc, ça, on le fait de façon relativement peu importe, mais en tous les cas, tout ce qui est sensible doit être protégé correctement. Et si on va au bout de la démarche, on l'anonymise avant de le chiffrer. Et comme ça, normalement, on n'a pas de problème. Et idéalement, je reviens sur la surveillance. Si on peut, on met un monitoring des pipelines en temps réel de façon à savoir, il y a eu un problème, je peux réagir. Pourquoi le temps réel? Parce que autant, il y a encore quelques années, on était très content de charger par batch une fois par nuit, ça met 3 heures et ça tourne. Aujourd'hui, très souvent, on a des systèmes où dès que j'ai une écriture comptable qui arrive, je fais le transfert en temps réel. Mais ce qui veut dire aussi que si jamais ce transfert génère des problèmes, plus ça dure, plus le problème s'agrandit. Donc, je ne suis plus dans une situation où le batch de hier, il n'a pas marché, donc je l'enlève et je mets celui d'avant-hier. Je suis dans quelque chose où plus ça dure, plus le problème devient grave. Et donc, on a besoin de justement pouvoir surveiller ça en temps réel. Dans la partie should, donc qui serait bien d'avoir, on va retrouver donc la gestion des règles très spécifiques. Donc, sachant que dans le mast, on se conforme au minimum vital pour être sûr de ne pas se faire aligner. En revanche, de temps en temps, on peut avoir envie aussi sur certains sujets de faire un effort supplémentaire parce qu'il nous semble pertinent. La loi, c'est pas juste une contrainte, hein. Souvent, c'est aussi régné par de bonnes idées quand même. Après, ce serait aussi de correctement gérer le cycle de vie des données, donc de savoir pertinemment à quel moment quelque chose a été créé, supprimé, archivé, peu importe.
d'avoir également un master data management à proprement dit. Donc ça, pareil dans le should, parce que ça devient souvent incontournable quand on a atteint une certaine taille, mais c'est pas nécessaire au début. Surtout au début, ça va apporter de la complexité sans vraiment en apporter le bénéfice. Et on va avoir besoin également d'un audit des données et des accès, donc d'être capable en fait de dire à tout moment pourquoi un tel élément a changé, de façon à pouvoir revenir en arrière. Et une fois qu'on a cette traçabilité, idéalement, on commence à gérer nos interactions à travers des SLA. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on fait depuis des années sur d'autres sujets. Donc, pourquoi pas aussi appliquer un système qui fonctionne à la gestion des données. Donc, dans la dernière partie, c'est-à-dire que idéalement, si on a fait le must, le should, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire si c'est pertinent pour notre business? Bah, c'est commencer à faire des analyses prédictives et prescriptives. Donc, je reviens à ce que j'avais dit en entrée, hein. Si j'ai pas de données correctes qui ne sont pas surveillées en temps réel, me faire prescrire une analyse basée sur des données qui sont, on va dire, quelque peu bancales, voire je ne suis pas à 100% sûr, ça peut être dangereux. Pourquoi pas aussi mettre en place des frameworks DataOps, c'est-à-dire cadrer de façon très claire comment est-ce qu'on a envie de collaborer. Ça va nous permettre d'aller plus vite dans les projets et d'en faire plus, tout simplement. Et mettre à disposition de tout le monde une data marketplace, ce qui sera à nouveau justement le stade ultime de comment je distribue et je réutilise mes jeux de données. Puisqu'à partir du moment où il y a une marketplace, je suis certain que toute personne qui a envie de regarder, par exemple, les commandes qui sont en train d'être expédiées, le regardera de la même manière, au même endroit. Hmm. Très bien. Ben, merci beaucoup, Antoine. Et peut-être donc pour terminer, les bonnes pratiques à suivre pour 2025, mais qui sont finalement aussi il y en a certaines peut-être des redites de 2024, hein, parce que il y a des choses qui vont pas non plus foncièrement changer. Tout à fait, surtout que les bonnes pratiques autour de la gouvernance, j'ai envie de dire, ne changent quasiment jamais, puisqu'on retrouve toujours le même principe qui est dans un tout premier temps, on s'aligne sur les process existants. C'est-à-dire, si un process métier qui existe, que j'ai envie de mettre sous gouvernance, c'est la gouvernance qui se plie au business, c'est pas l'inverse. Puisque justement, ce qu'on a envie de faire, c'est apporter une plus-value, c'est pas être une contrainte. Dans la mesure du possible, essayer d'être proactif plus que réactif. Donc, si je peux anticiper un problème avant qu'il m'arrive, il sera plus simple à résoudre. Mais ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois qu'on va mener un projet data, essayons d'avoir dans un premier temps une réflexion complète avec tous les impacts. On va forcément en louper, ça c'est sûr. Mais par contre, essayer d'être le plus complet possible. Encourager aussi la collaboration à nouveau entre départements. Par exemple, des comités de gouvernance interfonctionnels peuvent avoir sens, puisque ça crée à nouveau du lien, ça crée de la discussion, et ça nous permet d'avoir une organisation capable aussi d'amorcer toutes les mesures qu'on va vouloir mettre en place. Continuer à former les équipes. Donc, à nouveau, d'un côté, sur le volet sensibilisation, un, c'est important, deux, j'en suis concerné, même si j'ai peut-être l'impression que je ne le suis pas, je le suis. Et aussi, un peu dans le même esprit, renforcer l'autonomie des équipes. C'est-à-dire aussi que plutôt que de dire à chacun tous les jours qu'est-ce qu'il a besoin de faire ou qu'est-ce qu'elle a besoin de faire, définissons un cadre, un terrain de jeu avec des bornes très claires à l'intérieur de ça, renforçons l'autonomie puisqu'on est rarement mieux servi que par soi-même. À Hmm. partir du moment où on leur donne les outils et les règles du jeu, si tout va bien, on va gagner non seulement en efficacité, mais aussi ce qui sera produit, ça va correspondre exactement aux besoins métiers qu'il y a derrière. Pour aboutir sur la collaboration inter-équipe, donc là également, plus on peut arriver à créer des liens, mieux on va pouvoir en tirer profit. Et dernière bonne pratique qui, à mon avis, est nouvelle avec 2025 ou peut-être depuis 2024, avant d'adopter l'IA, vraiment travailler la gouvernance, puisque si vous avez des données qui ne sont pas correctement gouvernées, l'IA va vous créer sans doute plus de problèmes que de valeur ajoutée. Et donc, la gouvernance, c'est pas seulement un passage nécessaire douloureux, c'est aussi un investissement pour justement pouvoir nous dire notre manière de travailler avec les données, elle est robuste, elle est auditable. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place toutes les belles nouvelles technologies qui existent. Très bien, merci beaucoup, Antoine. Rapidement, avant de passer aux questions-réponses, à propos de l'Impida, donc nous, on a un cabinet de conseil et d'intégration sur tous ces sujets liés à la gestion des données. Donc, on va vous proposer de l'audit et des diagnostics de vos stratégies existantes, mais également la définition et le déploiement. On en fait une là, notamment sur la mise en place d'une gouvernance des données. Euh, on aide également sur la partie choix d'outils et son implémentation, donc en termes de plateforme de données.
L'automatisation des processus, vous l'aurez compris, hein, au niveau de l'IA notamment, on peut intervenir sur ces sujets pour accélérer certains process de validation notamment. Et enfin, on a toute une partie sur la formation et la sensibilisation avec des ateliers novateurs, notamment la fresque de la data. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin, qu'on vous détaille un peu nos offres. Au niveau des ressources, on propose une fois par mois un webinaire ou un livre blanc que vous pouvez retrouver sur notre site en téléchargement gratuit. Donc voilà, et notamment il y en a un sur la boîte à outils de la gouvernance des données. On a essayé de compiler un peu tout notre savoir-faire sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est encore là, donc on a encore du temps jusqu'à écart, donc soit sur le chat, soit en levant la main. Ah, ah non, question. Oui, une question. Toi, je te laisse peut-être lui l'inviter. Je ne vois pas qui a levé la main. Marion Gauthier. Marion, si vous activez votre micro, ça devrait marcher. Voilà. Non, c'était pour vous remercier. J'avais pas de questions. C'était juste pour vous dire que par défaut, on n'a pas accès au chat. Ah, Donc, ok. ne vous attendez pas à avoir des messages sur le chat parce qu'ils sont bloqués quand on est spectateur. Voilà. D'accord, on se demandait justement si ça allait fonctionner. Okay. Mais ça fonctionne pas. Voilà. Merci en tout cas pour la présentation. Bah, merci beaucoup, Marion. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on peut arrêter là. Merci à tous en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des questions, et on vous enverra le replay et la présentation. Très bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.